Voilà, écoutez, je renouvelle mes salutations. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là en ce lundi. Donc sur cette masterclass, cette 25e masterclass Chiloé, pour parler du thème des champignons et de la cueillette de champignons sous toutes ses formes avec notre capitaine Bernard. Salut Bernard. Bonjour à vous, bonjour à tous et à Et donc toutes. je vais vous expliquer un petit peu la procédure. Écoutez, c'est très simple. Ici, on est sur une discussion qui est extrêmement libre avec tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance d'être quand même assez nombreux, ce qui fait vraiment plaisir. L'idée, c'est que vous pouvez poser absolument toutes les questions que vous voulez à Bernard, donc soit oralement, soit via le chat. Et moi, je suis là pour relever toutes vos questions avec plaisir. J'ai évidemment un set de questions que je vais poser à Bernard, mais vraiment, sentez-vous extrêmement libre d'intervenir à tout moment, parce qu'on est vraiment là pour être ensemble, pour discuter et pour poser toutes les questions que nous voulons. Donc, je vais quand même me présenter. Moi, c'est Alpaga et je suis créateur de micro-aventures chez Chiloé. Et donc, mon job, c'est de trouver les gens comme Bernard, qui sont des captains et avec qui vous allez justement pouvoir partir crapahuter. Donc, on en parlera naturellement juste après. Et je vais aussi faire un petit coucou à Castor, qui est parmi nous. J'ai vu son nom passer. Je ne sais pas si, Castor, tu as… Salut Adrien, salut Bernard. Parfait. Moi, j'avais très envie de voir Bernard. Voilà. Ah oui, moi je te J'ai vois en encore jamais médaillon vu. depuis tout à l'heure. Sympa. Bon, en tout cas, moi, j'espère que tu as des bons conseils, Bernard, parce que je suis allé aux champignons hier et je suis revenu bredouille. Et effectivement, j'ai vu des chasseurs et une petite biche assez magnifique qui m'a fait ma journée. Mais en tout cas, nous, il y a pas de champignons en Haute-Savoie. Voilà. Ou en tout Voilà. cas, je les ai pas vus. En tout cas, on ne les a pas encore vus. Exactement. Eh ben, écoute, parfait. Ben, merci beaucoup, Castor, pour ta présence et ton intervention. Ben, écoute, Bernard, je pense que je peux te laisser la parole déjà au début pour te présenter un petit peu, nous dire qui es-tu, qu'est-ce qui fait que tu es un spécialiste des champignons. Et voilà, mettre un petit peu de contexte. Alors moi je vais vous raconter d'abord ma rencontre avec Chiloé parce que je ne suis pas complètement dans le profil des, 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 des jeunes ou des gens, des membres de Chiloé, mais la découverte de Chiloé s'est faite l'année dernière au mois de juillet sur Internet parce que moi je suis donc dans le Morvan et je crée des circuits, des marches, etc. Et je suis tombé sur Chiloé et l'aventure m'a beaucoup plu. Et cette idée de groupe qui était partie d'un blog, après ça qui est devenu… qui s'est enrichi, etc., qui partageait ses expériences et qui créait ses expériences, ça m'a vraiment interpellé. Et donc, moi, j'ai interpellé Chiloé en leur disant, mais vous savez, entre la Haute-Savoie, la Savoie et Paris, il y a un point exactement au milieu, c'est le Morvan. Et donc, c'est un terrain d'aventure extraordinaire. Et je pense qu'on pourrait faire des choses extraordinaires. Et du coup, on a monté une aventure. Alors là, c'est Bernard avec comme totem renard blanc. Je me demande vraiment d'où ça vient, mais je ne sais pas. Hein. Et donc, on a démarré des aventures qui sont un peu… À ma génération, ça s'appelait un camp scout, c'est-à-dire qu'on partait avec des gamelles sur le dos, du matériel, on était en autonomie et on partait 2 jours et on revenait complètement crotté à la maison. Et voilà. Et aujourd'hui, ça s'appelle une expérience et la sensation est un petit peu la même. Il n'y a pas la hiérarchie, il n'y a pas les mêmes chants, on n'a pas la messe le matin, mais on a une autre forme de célébration et de célébration de la nature et de vie en pleine nature. Donc là, on a passé des moments assez extraordinaires et moi, je remercie Chiloé quand même aussi de m'avoir permis de reprendre mes grosses chaussures et mes vieilles gamelles et de refaire ces expériences. Et du coup, on a rebondi, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas encore autre chose en fin de saison? Et donc, on est parti sur cette histoire de champignons. Alors là, tout d'un coup, me voilà propulsé docteur et champignon. Hein, c'est totalement faux comme nomination et comme titre. Hein, je revendique éventuellement traqueur de sous-bois, éventuellement coureur de sous-bois. Mais après ça, la mycologie, c'est vraiment une science très, très particulière. Alors, j'ai découvert, parce que j'ai travaillé pour cette réunion, qu'il y avait la mycologie et il y avait les mycophages. Et tous les mycologues ne sont pas mycophages. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et dans la tenue du mycologue, je vous sors quand même une de mes références, le guide des champignons de la sélection du Reader Digest 1984, hein, c'est quand même une d'actualité, les champignons sont toujours là. Donc, dans la tenue du mycologue, du parfait mycologue, il faut une loupe en sautoir. La loupe se porte en sautoir pour pouvoir admirer de très près les champignons et pouvoir les comparer. Parce que c'est vraiment un des milieux naturels où l'erreur
est très facile et l'erreur peut ne pas pardonner. Hein. Bon, quand vous voyez une fleur ou une autre, ce n'est pas dramatique, vous n'êtes pas obligé de la manger tout de suite, mais comme il y a une tendance avec le champignon à vouloir les manger, il ne faut pas faire d'erreur. Très souvent, et moi je fais partie de ces gens-là, on mange que quelque sorte vraiment ce qu'on connaît. Et je peux dire qu'on les met sur les doigts d'une main ou deux mains au maximum. Hein. Après, le reste, c'est effectivement pour la science. J'ai entendu hier midi sur France Inter, on va déguster entre 11h et midi, c'est en replay, il y avait une émission spéciale sur les champignons. Et donc, on parlait des pharmaciens mycologues et il y avait une mise en garde. Attention, tous les pharmaciens ne sont pas mycologues. Effectivement, moi, je suis arrivé il y a 3 semaines avec des champignons chez le pharmacien de Vézelay et il m'a sorti son livre, qui était moins bien que le mien d'ailleurs, et pour me dire que c'était une chanterelle. Bon, ça n'avait aucun intérêt. Je lui ai dit merci, monsieur. Pour remettre… J'ai cité le pharmacien. Pour remettre un tout petit peu de contexte, effectivement, non pas que j'ai envie de te couper la parole, Bernard, naturellement, parce que tu fais une introduction absolument légendaire, mais pour juste mettre du contexte sur cet aspect sécurité, qui est du coup un des aspects qu'on allait aborder, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, en cas de doute, il faut s'orienter vers un pharmacien qui, lui, a, en théorie, effectivement, une formation de mycologue pour être sûr de ne pas manger un mauvais champignon ou toute autre chose. Et en général, c'est le premier conseil qu'on prodigue aux cueilleurs, c'est en cas de doute, et même sans doute, si vous voulez juste avoir plus de sécurité, allez voir un pharmacien, amenez vos champignons et il contrôlera. Parce que les pharmaciens ont une formation de mycologue. Et voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et du coup, manifestement, ça également, il faut un petit peu s'en méfier. Voilà, mais effectivement, il faut rester là-dessus. Alors, il existe maintenant de plus en plus d'applications pour reconnaître les champignons, champignoufs, etc. Les trucs. Moi, je reste prudent parce que c'est toujours lié à la photo ou à l'image qu'on envoie. Donc, quelquefois, on est à quelques détails près. Hein. Mais on va détailler en plus entre les lamelles, les tubes, les spores, etc. Les champignons se classent en grandes familles. Et après, il faut rester un peu dans les grandes familles. Tout à fait. Alors, si on reprend un petit peu dans l'ordre, si je puis dire, en termes de champignons, je pense qu'il y a tous des noms qu'on a un petit peu en tête, de champignons à minima, de champignons comestibles, parce qu'on en mange souvent, parce que les gens les cueillent souvent, etc. Est-ce que tu peux nous faire alors, je ne vais pas te demander évidemment une encyclopédie des champignons, parce que sinon il faudrait que la masterclass dure une semaine, mais quels sont, disons, les plus faciles à repérer, ceux qui sont peut-être le plus faciles à cueillir, ou en tout cas le plus à la portée de gens qui ne sont pas forcément experts ou qui veulent un peu s'initier à la cueillette? Alors, on va prendre dans l'autre sens, c'est ce que vous avez l'habitude de voir sur les marchés. Et donc, dans les marchés, on trouve, par exemple, au printemps, on trouve des pleurotes. Bon, les pleurotes, c'est très significatif et on les trouve dans un endroit très particulier. C'est souvent dans des souches et c'est en bordure de rivières, en bordure de petits ruisseaux, dans des endroits très particuliers. Donc ça, on peut. On a effectivement là en ce moment, au mois de juillet-août, on avait les girolles. Donc là, les girolles aussi, il y a assez peu de chances de se tromper. Il y a ce qu'on peut appeler de la girole grise ou de la chanterelle. Donc ça, en Savoie, dans les pays de montagne, on a beaucoup plus en Suisse, on a beaucoup plus de chanterelles. Et puis après, on a toutes les familles de cèpes et de bolets. Ça, c'est un peu dans les principaux. Après, on a dans les prairies, on peut avoir des rosés des prés qui sont assez caractéristiques. On a des coulmelles aussi, qui sont des gros champignons qui sont faciles à reconnaître. On a les pieds de mouton aussi, qui sont assez particuliers. Et une petite girole noire qu'on appelle une trompette de la mort, hein, qui est un champignon, enfin, voilà, qui ressemble un peu à une girole. On verra après, on pourra détailler après. Voilà un peu les principaux. Il y a des gens qui rentrent, il y a des amanites qui sont bonnes, il y a des amanites qui ne sont pas bonnes, il y a des champignons sur les arbres. C'est l'amanite tumouche, non, si je ne me trompe pas, qui est pas très bonne. Celle qui se voit le plus, qui est assez significative, la blanche avec les spots, les petits points rouges, la rouge avec les petits points blancs au-dessus, etc. Ouais. C'est celle qu'on a un peu tous en tête. C'est ça. Ok. Donc toi, ton conseil, si je résume, c'est de partir des champignons qu'on a l'habitude de manger et de consommer, et ensuite, du coup, essayer de voir si on peut les retrouver ou les repérer, etc. Et du coup, partir d'une base connue. Ouais.
Sachant que pour les urbains, par exemple, un champignon que vous trouvez sur les marchés, le shiitake, ça peut tout à fait, vous pouvez mettre ça en culture dans votre cave. Hein. Maintenant, j'ai vu ça, vous en trouvez partout sur Internet. Là. On achète un petit sac dans lequel il y a 3 kilos d'un mélange fertilisé, etc., d'engrais avec le mycélium dans un sac en plastique. On fait les trous et on récolte son 500 grammes de champignons à peu près par semaine, une fois que c'est parti, quand c'est dans le noir, mais dans un endroit un peu frais dans le noir. Donc ça, on peut l'avoir suspendu dans son placard ou dans le garage. Okay. Ou dans sa cave, où ça dépend de l'appartement, quoi. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, toi, dans ton coin, si on parle un peu plus précisément du Morvan, quels sont tes champignons de prédilection et quels sont ceux surtout que tu vas pouvoir aller faire découvrir à ceux qui voudraient partir avec toi? Ben, c'est ce que j'ai nommé. C'est dans la liste qui est là, c'est à peu près, sauf même des chanterelles, on en trouve maintenant. Alors, c'est des pleurotes, on n'en aura pas cette saison, ça dépend des saisons, mais c'est ce qu'on trouve actuellement dans la Okay, liste très de ce bien. que j'ai nommé. La liste est donc plutôt longue. Ouais. Ok, et du coup, si on refait un petit point sur le déroulé. Moi, là, ce week-end, j'ai envie de partir avec toi cueillir des champignons. Euh, Quels sont les endroits qu'il faut que j'essaie de repérer et quelles sont un peu les techniques pour essayer de les voir pour soit ne pas rentrer bredouille, soit essayer de bien se comporter avec l'environnement, ne pas faire n'importe quoi, etc. Alors, d'abord, première chose, c'est l'équipement. C'est-à-dire qu'il faut s'équiper parce qu'il faut être confortable dans la forêt. Donc, soit des bottes, des bonnes bottes si vous supportez les bottes, ou alors des grosses chaussures, mais qui peuvent marcher dans l'eau parce qu'on peut se retrouver un peu dans des tourbières, dans des endroits un peu humides, etc. Un imperméable ou une veste de chasse ou un truc, mais un peu costaud, un peu plus costaud qu'un petit caout en nylon, parce qu'on va se retrouver dans les ronces, dans les branchages, etc. Éventuellement un chapeau, une casquette ou un truc, et un bâton. Un bâton, enfin j'ai pas fini, parce qu'il faut pouvoir farfouiller un peu sous les feuilles, soulever les ronces, etc. Et puis, comme contenant, un panier. Hein, éviter tout ce qui est sac en plastique et tout ce qui peut faire que les champignons vont s'écraser les uns sur les autres. Et enfin, un couteau, parce qu'on n'arrache pas un champignon. On coupe le pied du champignon, donc il faut avoir un couteau. Est-ce Voilà. que toi, tu es un adepte du couteau à champignons, c'est-à-dire le couteau qu'on a déjà peut-être tous vu, je pense, dans des boutiques diverses et variées, avec la lame un peu recourbée, le petit pinceau en dessous, etc. Est-ce que Non, non, ça non, fonctionne bien ou non, c'est pas… non. Bon, moi j'ai mon couteau, toujours, qui est un peu recourbé, mais voilà. Mais qui est important sur un couteau, moi je trouve qu'il faut qu'il y ait un tire-bouchon, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, et qu'il y ait une allette. Mais un opinel fait très bien l'affaire aussi. Hein. Et l'opinel, c'est très bien parce que c'est un couteau pas cher qu'on peut perdre si on le perd et on ne regrette pas toute sa vie. Donc, ce qui est important, c'est qu'il coupe bien. Alors, effectivement, la brosse, après, la brosse à champignons, parce que les bons cueilleurs vont dire tout de suite, un champignon, on le nettoie sur place. C'est-à-dire qu'on le cueille, on taille le pied propre, éventuellement en crayon, en pointe, et on passe un petit coup de brosse dessus pour enlever les feuilles, les petites saletés qu'il y a dessus, etc. Et souvent, ça va suffire, c'est-à-dire qu'on verra après qu'il ne faut jamais laver un champignon. Hein. Ok. Avant de partir, j'ai une petite question qui intervient sur ce que tu as dit juste avant. Effectivement, on coupe les champignons, on ne les arrache pas, ok. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas arracher le champignon? Alors, parce que le champignon, nous, ce qu'on voit, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hein. Les champignons, c'est des spores et c'est du mycélium qui se répand tout autour. Hein. C'est souvent, quand on a des champignons, on en a plusieurs. On parle de ronds de sorcière, on parle de ronds, etc. Parce que ça se propage par le sol. Hein. Le champignon, il n'arrive pas par le haut, il arrive par le bas. Donc, en fait, quand nous, on enlève la partie supérieure du champignon, mais on laisse le champignon. Et si on revient une semaine ou 15 jours après, on peut retrouver le même au même endroit. Enfin, ce ne sera pas le même, mais au même endroit, on va retrouver un autre.
Ok. Et du coup, ce que tu dis, c'est parfait, rebondir un petit peu sur une question qui a été posée précédemment. Est-ce qu'un coin à champignons, donc ça aussi, on va parler des coins à champignons et ce qui fait leur spécificité, est-ce qu'ils perdurent sur plusieurs années ou pas? On a effectivement Rémi qui nous dit que, étant petit, il allait aux champignons avec son père. Est-ce que les spots de l'époque, ils ont encore une chance d'être actuels? Ou est-ce que, enfin, quelle est la régénération du spot? Alors, si Rémi a 10 ans, c'est possible. Si il a 40, c'est-à-dire qu'il y a une évolution avec l'évolution de la biodiversité. En principe, ça devrait pouvoir rester, mais la nature du sol peut changer. Et les champignons sont très sensibles à une nature. On ne va pas avoir les mêmes champignons sur un terrain calcaire, sur un terrain granitique, sur un terrain schisteux. On ne va pas avoir les choses. Comme dans un terrain plus acide, on aura moins de champignons, etc. Donc, si c'est stable depuis la génération précédente et que la forêt n'a pas été complètement remuée, bougée, changée, il y a des chances de retrouver les coins. Moi, j'ai encore des coins où j'allais avec mon père il y a 50 ans. Ok, donc on peut se dire que s'il n'y a pas un parking qui est arrivé dessus, a priori, il y a des chances qu'il existe encore. Voilà. Mais très souvent, les forêts ont été exploitées, donc les sols ont pu être piétinés, l'ensoleillement a pu changer, la biodiversité a pu changer. Ok, très bien. Et du coup, tu parlais juste avant je crois qu'on a quelqu'un qui nous fait coucou en vidéo, future cueilleuse de champignons, à ce qu'on voit. Effectivement, tu parlais du coup alors pourquoi, du coup, tu avais commencé à dire on ne lave pas les champignons. Donc, je cueille mon champignon avec mon pinceau, je le décrotte un petit peu, et ensuite. Et ensuite, tu le mets délicatement dans le panier et tu vas chercher le suivant. Ok. Et après, quand on va revenir à la maison, donc on va les retrier. Et si on ne les cuisine pas tout de suite, on va les mettre au frais. Ou alors on commence à les mettre, si on veut enfin, on va les garder, on peut les garder au frais, soit dans la cave, soit dans le bas du frigidaire pendant un jour ou deux avant qu'on les traite et qu'on s'occupe d'eux, quoi. Mais les champignons, c'est beaucoup d'eau, donc si on leur remet de l'eau dessus, on les remouille et on leur redonne un côté caoutchouteux qui n'a pas un gros intérêt. Donc, il y a effectivement les brosses à champignons, donc alors soit la petite brosse sur le couteau, soit des brosses en poil de sanglier. C'est des brosses un peu dures, oui, c'est un petit accessoire, c'est bientôt Noël, faites-vous ouvrir une brosse à champignons. Et est-ce que chaque champignon que l'on peut cueillir, admettons, personnellement, c'est les lactaires sanguins que je ramasse, parce que c'est parmi les seuls que je connais, ils sont plutôt faciles à repérer, du côté de la Haute-Savoie. Est-ce que si je vois un champignon que je suis assez convaincu de l'avoir reconnu, est-ce que je peux partir du principe qu'il est propre à la consommation? Bah, si tu l'as reconnu, oui. Si c'est un que tu connais, il n'y a pas trop de problème. Alors après, qu'est-ce qui ferait qu'il ne serait pas apte à la consommation en dehors de sa nature? C'est de savoir, est-ce qu'un renard malade a fait pipi dessus? Est-ce qu'il a subi des arrosages d'engrais, de pesticides ou de choses comme ça? Enfin, ça, on est un peu comme toutes les plantes qu'on ramasse, quoi. Bien Quand on sûr. va ramasser des myrtilles, on dit toujours ne faut pas les ramasser bas, il faut faire attention à la leptospirose, il faut faire attention à certaines maladies, etc. Donc, il faut se méfier. Au milieu des prés, c'est pareil. Mais en général, quand il y a eu des pesticides et des produits de traitement dans les champs, il y a beaucoup moins de champignons. Ok. Moi, ma question était effectivement orientée, c'est que quand j'étais petit, je comprenais pas pourquoi parfois je trouvais des champignons et on m'a dit ah non, celui-là il est véreux. Ah non, celui-là machin. Et du coup, il faut pas le prendre. Alors, si, il y a Euh, aussi quelque chose, c'est que dans l'ensemble, il faut plutôt ramasser des champignons jeunes. C'est-à-dire que les champignons qui sont déjà, que vous voyez un peu mangés, par exemple, par des limaces avec des morceaux qui ont été croqués, ou alors avec des vers dedans, etc., il vaut mieux les laisser que les ramasser en se disant oh, ouais, ça va nettoyer le terrain, parce que quand on les laisse, après, eux, ils vont se redécomposer, ils vont refaire des spores et ils vont refaire des jeunes champignons. Donc, il faut laisser la nature faire et il faut laisser dans la biodiversité. ok. C'est extrêmement clair comme réponse. On a aussi une question, ce serait quel champignon? Là, la liste était assez longue quand tu es parti, des champignons qu'on peut connaître, qui sont déjà comestibles, etc. Quel serait le champignon par excellence, qui a un bon point de départ pour les novices et sur lequel le risque de se tromper est vraiment faible?
Alors toi, effectivement, tu as des lactaires. Moi, dans les coins, moi, je dirais la girole. La girole, c'est assez facile à trouver. Et en même temps, la girole, c'est pas quelque chose qu'on trouve. D'abord, c'est un champignon petit et qui se cache. Hein. C'est un champignon qu'on va trouver sous les ronces, qu'on va trouver dans des endroits protégés, dans des endroits à l'abri. Donc, on peut passer à côté sans les voir. Donc, je dirais que c'est une bonne chasse. Mais c'est effectivement pas mal aussi de partir pour des chasses sélectives, c'est-à-dire qu'on va dire, on va ramasser tel champignon. Il ne faut Ok. pas forcément se dire, ouais, tout ce qu'on voit, allez, on ramasse tout ce qu'on trouve. Ça, faut être, par exemple, nous, dans des balades champignons, on peut le faire si on est accompagné avec quelqu'un qui connaît bien les champignons, qui va dire quand on a, ah oui, oui, celui-là, tu peux le ramasser, mais ne le mets pas dans la même caisse avec les autres, etc. On va le mettre à part, et puis après, on en parlera, on l'analysera, on regardera qui c'est. Ok, très bien. Et du coup, si on reparle un petit peu des spots à champignons, alors comment on peut les reconnaître ou à quoi il faut faire un petit peu attention alors, j'imagine que ça va dépendre du champignon, mais si on part sur un champignon simple ou sur un champignon qu'on va pouvoir aller cueillir avec toi, à quoi il faut faire attention? Est-ce que c'est les arbres? Est-ce que c'est l'humidité? Est-ce que c'est l'inclinaison de la pente? Quels peuvent être un petit peu les différents conseils? C'est tout un ensemble. C'est-à-dire qu'un champignon, il a besoin d'humidité, de lumière et de chaleur, mais qui n'est pas vraiment une grosse chaleur. Il a besoin que l'humidité puisse s'évaporer. Hein. Il a besoin d'une humidité ambiante et qui s'évapore donc avec la chaleur. Donc ça veut dire que très souvent, on est rarement dans des endroits orientés au sud, c'est-à-dire orientés plein soleil. Hein. On est plutôt dans des endroits orientés ouest, nord-ouest. Et après ça, alors je parle, on a deux types totalement différents, c'est ce qui est dans les forêts et dans les prés. Donc dans les forêts, on est plutôt sur des versants un petit peu ouest, et on peut avoir aussi bien sous les feuillus que sous les résineux. Alors, il y a différents arbres qui laissent, sous lesquels on sait qu'on va trouver plus de champs. On va trouver par exemple des girolles, on va tous trouver un peu dans des endroits où il y a des hêtres, où il y a des charmes, des frênes, un petit peu de chêne, mais pas trop de chêne, et aussi sous des résineux, sous des épicéas. Mais par exemple, le Douglas, alors faut savoir reconnaître les Douglas des épicéas dans la forêt, mais sous les Douglas, qui est un arbre qui a un environnement, qui est dans un environnement très acide, on a assez peu de champignons. Donc voilà, on va commencer par regarder en l'air, on peut déjà regarder les arbres, on peut regarder l'environnement dans lequel on est. Par exemple, si on a un sous-bois qui est complètement sans aucune végétation, il n'y a pas de raison qu'il y ait des champignons là où il n'y a pas de végétation. Donc, il faut commencer par trouver de la végétation. Après, quand on est dans un endroit où on a des fougères, les fougères, c'est plutôt acide, donc on aura des champignons, on peut avoir des cèpes, on peut avoir des bolets qui supportent un peu l'acidité, mais pas trop. Après, si on trouve des ronces, alors là, on est pas mal, parce qu'on a un couvert, et les ronces, vous avez remarqué que ça fait des espèces de voûtes en hauteur, mais en dessous des ronces, il y a un petit peu d'espace et tout. Par exemple, les girolles, elles adorent ces coins-là. Donc, voilà, donc on commence par regarder en l'air, et après, on commence à zoomer de plus en plus sur le terrain. Donc en fait, avant de pouvoir se dire, OK, je connais même 10 espèces de champignons et je suis absolument certain de pouvoir le reconnaître, il faut aussi passer par la connaissance des arbres et de la végétation, etc. Voilà. Oui, Ça fait oui, quand c'est même du pas. coup beaucoup à apprendre, mais c'est intéressant. On a une question de Victoire qui demande si les cèpes de Bordeaux, est-ce que c'est vrai que les cèpes de Bordeaux poussent uniquement sous les chênes? Alors, pas uniquement, mais principalement. C'est-à-dire que les chênes sont un très bon signe pour avoir des cèpes de Bordeaux. Mais c'est pareil, c'est pas tous les chênes d'ailleurs. C'est les chênes Cécile, enfin voilà. Mais oui, oui, principalement.
Je ne crois C'est-à-dire pas qu'on a pas mal de chances. qu'il puisse y avoir des absolus à dire on va trouver des cèpes de Bordeaux que sous les chênes. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver un contre-exemple. C'est pas une loi, il n'y a pas de loi absolue. Mais quand on voit, si par exemple, on cherche des cèpes de Bordeaux, on va plutôt aller dans une forêt de chêne que dans une forêt de résineux. Encore que. Et toi, ton champignon préféré, celui que tu dis, ok, j'y vais, là, j'ai mon coin, et je sais que je vais en trouver, et ton champignon de prédilection, ce serait quoi? Mais moi, je reviens comme j'ai oublié son nom, notre camarade de tout à l'heure. Moi, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Donc, c'est là où j'allais avec mon père. Donc, c'était les girolles. Parce que lui ne ramassait que des girolles. Donc, on pouvait voir, moi, j'ai appris, je regardais un autre champignon, il me dit non, non, c'est pas une girolle, je ne connais pas. Donc, moi, j'ai gardé un truc et l'odeur de la girolle et l'omelette aux girolles, la poêlée de girolles, c'est quand même quelque chose beaucoup mieux que la Madeleine de Proust. Et puis, c'est très bon en plus. En plus. Et alors justement, bah, alors tu parles de girolles, on va pouvoir aussi embrayer un peu sur le thème de la cuisine, parce que cuire les champignons, c'est super. Maintenant, si on a fait la cueillette, on a passé l'étape où on s'est un peu assuré qu'ils soient propres à la consommation. Maintenant, la cuisine de champignons. Est-ce que tous les champignons se cuisinent de la même manière? Et sinon, comment? Alors là, il y a des encyclopédies là-dessus. Grosso modo, on va dire quand même que il y a des champignons qui se cuisent à l'huile, il y a des champignons qui se cuisent au beurre. Alors après, il y a des écoles avec de l'ail, sans ail, avec de l'échalote, avec du persil, etc., etc. Et donc, je crois que le premier principe, c'est que le champignon, c'est quand même un peu humide. Donc, le premier principe, ça va être de qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi on verra. Ça, c'est deux choses. On en est à la cuisson. De enlever l'eau. Parce que si vous mettez tout de suite un champignon avec de l'huile, du beurre, etc., ça va rendre de l'eau, ça va faire une espèce de soupe qui est pas terrible. Donc, il faut commencer par enlever l'humidité du champignon. Donc, il y a beaucoup de champignons qu'on va faire revenir déjà à sec dans une poêle très chaude. Et là, vous allez voir ça va sortir de l'eau. Et puis après, on a une deuxième cuisson où on va pouvoir faire une cuisson avec assaisonnement. Donc, alors soit avec de l'huile, soit avec du beurre, bon, la cuisson avec du beurre, en général, on ne fait pas trop cuire le beurre parce que ça caramélise et ça fait un beurre noir et c'est pas terrible. Mais après, on met des choses. Après, est-ce qu'on met de la crème? Est-ce qu'on met pas de crème? Les Normands ont leur religion, chacun a sa religion. Mais alors, une chose, c'est de préparer, comme dans les restos. Vous préparez avant les petites échalotes, elles sont coupées en petits morceaux, hachées et tout, mises dans un petit bol. Le persil va être préparé avant, hop, mis dans un petit bol, les échalotes aussi, et on va pouvoir saupoudrer dessus au moment de l'assaisonnement. Donc et le champignon généralement se cuit très très peu. C'est-à-dire qu'une fois que c'est desséché, toc, on a à ce moment-là tous les sucres et tous les goûts. Il ne faut pas que ça cuise pendant des heures et des heures dans une sauce. Même dans un bœuf bourguignon, quand on va mettre du champignon, on va les mettre à la fin. Donc c'est très bon. Alors il y a aussi des champignons qui se mangent crus. On peut avoir. Lesquels par exemple? Dans les rosés. Alors, le rosé, ça ressemble un peu aux champignons de Paris. Les champignons de Paris, vous avez vu, quelquefois, on peut les faire crus. Hier, j'ai vu cette recette-là qui me paraissait pas mal, donc pour des brunchs, là, d'un gros champignon qu'on peut évider un petit peu et on le met à l'envers. Ça fait une petite soucoupe et dedans, on peut mettre soit des rillettes, soit un petit mélange de fromage blanc avec des herbes et on va passer ça 3 minutes au four, histoire que ça soit un peu snacké et que le champignon soit croquant. Et voilà. Donc, on peut faire plein de choses. Et est-ce que du coup, avec ces conseils, on parlera effectivement de la conservation, etc. après, mais avec ces conseils, toi, du coup, une trompette de la mort ou un cèpe ou une girolle, tu les cuis quand même plus ou moins de la même manière ou est-ce qu'il faut peut-être respecter des temps de cuisson propres à chaque champignon? Tous n'ont Non, pas le même d'abord, taux ce d'humidité, n'est pas j'imagine. forcément les mêmes tailles et c'est pas forcément les mêmes. Après, il y a la façon de le détailler, c'est-à-dire qu'une girolle, on va juste, par exemple, la refendre en deux avec le pied et la girolle. Un cèpe, on va le couper soit en lamelles, soit en petits cubes.
Et les trompettes de la mort, moi j'ai une chose favorite, c'est que c'est des champignons qui ont un assez fort goût, et les faire sécher, alors c'était une question tout à l'heure, pour les faire sécher, c'est les enfiler frais sur un fil, sur un fil à couture, avec une aiguille, là on passe au travers, et puis on suspend ça un peu en hauteur, que ça soit chaud dans l'appartement ou au-dessus d'un poêle, enfin pas trop près d'un poêle, mais au-dessus, que ça soit chaud. Et après ça, on va les réduire en poudre, et on va les garder en poudre, et on s'en servira en poudre comme condiment sur un poisson, une viande ou quelque chose comme ça. Les cèpes, c'est pareil, on peut faire sécher des cèpes. Et en revanche, est-ce que tu peux les faire sécher et ensuite les réutiliser sans forcément les réduire en poudre? Je pense par exemple, souvent on peut acheter des champignons un peu secs et ensuite on les refait tremper ou dans du lait par exemple pour ensuite se resservir. Est-ce que du coup on peut en dire un petit peu plus sur les méthodes de séchage en tant que méthode de conservation et pour garder le champignon et pouvoir le recuire après Ouais, ouais. À ce moment-là, le mieux, c'est de les mettre en lamelles, d'un demi-centimètre. C'est-à-dire qu'on ait une épaisseur homogène et qu'ils puissent sécher. Et là, on les laisse sécher pas très longtemps. Soit le mieux pour les faire sécher, ça peut être dans le four pendant une nuit, en ayant allumé le four le soir, et puis on les laisse, le four redescend en température, ou alors à 50-60 degrés dans le four pendant une nuit. Hein, de façon, là, ils vont se dessécher. Et là, effectivement, on les range dans un bocal ou une petite boîte, et quand on les ressort, ils vont se regonfler un petit peu dans l'eau. Enfin, pas dans l'eau, mais dans la cuisson qu'on va mettre, dans l'huile ou dans le beurre, dans la poêle. Ils vont reprendre un peu d'épaisseur. Impeccable. Ils vont retrouver leur goût là. C'est ça. Donc, en gros, la conservation, c'est juste, vu que la cueillette est quand même relativement saisonnière. Toi, Oui. quand tu y vas, par exemple, on pourra aussi parler des quantités après, même si c'est variable suivant les cueilleurs naturellement. Mais effectivement, si tu y vas un petit peu tous les jours et que tu arrives à ramener 2-3 kilos par jour, ça fait quand même beaucoup. Et du coup, là, c'est une méthode où ensuite, dès que tu les fais sécher ou tu les mets en bocal, après, tu peux les garder. Bon, ça se garde un an. Hein, ouais, ouais. Et il y a une autre invention, c'est le congélateur. Donc le congélateur, c'est pas mal. Ça se congèle très bien, les champignons. Donc pareil, en les mettant assez fins et en sachet, en petite quantité. L'idée, c'est d'avoir la quantité d'un plat dans ce qu'on veut utiliser. Il ne faut pas faire des grosses quantités ensemble qui vont se décongeler en bloc. Et il y a encore un autre mode de conservation, c'est dans du vinaigre, un peu comme des cornichons. Et sachant que ça peut se manger un peu comme des cornichons, un peu en pickles, des choses comme ça. Donc là, c'est avant la cuisson. Si tu les cueilles, tu les laves et Ah directement non, dans non, le non, ça, vinaigre. on ne les cuit pas. Non, non, c'est cru. On les garde crus. Hein. Et y a-t-il des précautions? Là, j'ai vu passer une question. Est-ce qu'il y a des précautions ou des techniques pour les bocaux? Effectivement, la question est celle-là. Alors, les bocaux, il faut que ce soit étanche, c'est-à-dire qu'il faut stériliser les bocaux. Hein. Donc, stériliser les bocaux, ça veut dire qu'il faut les mettre, on les met dans une lessiveuse, une cocotte minute, enfin, un truc où ils sont recouverts d'eau et où ça bout pendant un moment dans l'eau. Il faut que ça bout au moins un quart d'heure, 20 minutes dans l'eau. Il faut faire attention parce que les bocaux, ils vont s'entrechoquer et ils risquent de se casser. Donc, il ne faut pas hésiter. Soit il faut vraiment qu'ils soient calés les uns contre les autres, soit il faut mettre des torchons entre pour bien caler, pour pas que les bocaux dansent et risquent de se casser. Ok, Mais c'est très bien. important. Et quand vous ouvrez un bocal, il doit vraiment faire pchit. S'il ne fait pas pchit, ça veut dire qu'il n'a pas été bien stérilisé, ça veut dire que c'est pas bon. C'est un peu la même chose que les confitures. Les confitures, on simplifie le problème en les mettant en pot très très chaud et en retournant le pot de façon à faire un vide. Et ça. Mais tous ces trucs de conservation, si ça ne fait pas pchit, si ce n'est pas difficile à ouvrir, c'est louche. Ok, impeccable. Et du coup, ça, on va pouvoir tout découvrir ça avec toi pour ceux qui veulent partir avec toi. Et en tout cas, ça donne envie. On a une autre question pour reparler un petit peu de la notion d'identification, etc. Pour toi qui as accueilli quand même un petit peu toute ta vie, bon, les reconnaître, c'est un champignon dans sa globalité, on peut les reconnaître. Mais sinon, quand on veut s'y mettre, c'est quoi les critères d'identification
des champignons? C'est-à-dire, OK, il y a le pied, il y a la coupole, il y a les lamelles. Certains n'ont pas de lamelles, mais de la mousse. Quels sont vraiment les détails sur lesquels il faut porter son attention? Le champignon est fait en deux parties déjà, et qui sont deux parties distinctes. Et quand on cueille un champignon, il faut bien le cueillir entier avec son pied. Si on un champignon qu'on ne connaît pas, on va faire attention, on va en cueillir deux ou trois d'ailleurs, hein, et on le met de côté dans le panier. Et il y a trois parties. Il y a donc le pied et le chapeau. Et le pied, il y a pied avec anneau ou sans anneau. Donc ça, c'est déjà un point à remarquer. Et après, sur la tête d'un champignon, il y a trois choses. On a des lamelles, donc des différentes sortes de lamelles, ou bien des tubes, des spores en tubes. Donc déjà, ça nous donne deux grandes familles de champignons. Après, quand on va casser le champignon en deux, on va avoir des champignons uniformes ou alors on va avoir des champignons, des cèpes, par exemple, on a un peu bicolore. Alors, on a des champignons, quand on les casse, où la chair s'oxyde très rapidement, donc bleuissent très rapidement. Ce n'est pas du tout qu'ils soient mauvais, mais ça nous donne une idée de ce que c'est comme champignon. Donc, pour l'identifier, on a besoin d'avoir le pied, le bas du pied, l'anneau avec anneau, sans anneau. Et qu'est-ce que c'est avec anneau, sans anneau précisément? Des anneaux, il y a une espèce d'anneau, une valve, une vulve sur le champignon, sur le pied du champignon. Il y a des champignons qui ont un anneau et c'est un signe distinctif très important. Ok, très bien. Et du coup, là, si tu peux nous donner un exemple, par exemple, voilà, d'un champignon qu'on va pouvoir aller cueillir dans le Morvan typiquement. Euh, quel serait un critère, ou même pour un champignon assez classique, tu pars, tu fais cueillir des cèpes ou des bolets, à quoi ils ressemblent et vraiment comment les différencier? Alors les cèpes, par exemple, on a différents cèpes. On a des cèpes qui ont des pieds un peu droits. On a des cèpes qui ont des pieds qui sont ovoïdes. Et après ça, dans les cèpes, on a différentes couleurs de cèpes. On a des mouchetés, on a des unis, on a donc différentes couleurs qui vont depuis au niveau du chapeau d'un marron clair jusqu'à un brun foncé. Donc, on va avoir des différentes tendances. Mais c'est un champignon qui est assez reconnaissable, assez standard, je dirais, c'est-à-dire que c'est un pied et un chapeau posé sur une surface plane. Et il y a une question aussi, voilà, parfait, il y en a même plusieurs. Est-ce que tous les cèpes se mangent? Non. Est-ce qu'il y a des sous-familles dans les Oui. grandes familles qu'on a citées depuis le début? Oui. Il y a des cèpes qui ne sont pas. Alors, attention entre ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. C'est-à-dire qu'il y a des champignons vraiment plus ou moins toxiques. Il y a peu de champignons qui soient vraiment mortels, mais il y a pas mal de champignons qui peuvent provoquer alors selon les organismes, des intoxications plus ou moins importantes qui peuvent aller depuis une petite incommodation jusqu'à des vomissements ou des diarrhées. Donc, la notion de comestible est assez large. Et il y a des champignons, et il y a beaucoup de champignons qui sont aussi insipides, c'est-à-dire qui n'ont pas de goût et qui n'ont pas d'intérêt. Donc, c'est pas un animal mortel, le champignon, mais c'est un animal qui peut être. Donc, il vaut mieux être très prudent. Et du coup, toi, quand tu y vas, par exemple, en cas de doute, est-ce que tu prends toujours ton encyclopédie, ton gros bouquin avec toi? Ou est-ce que là, tu as un conseil pour ceux qui veulent aller cueillir des champignons demain ou ce week-end? L'outil où tu utilisais, maintenant tu t'y connais maintenant, mais ou que tu utilisais étant petit, etc. Est-ce que c'est vraiment la Bible que tu nous as montré tout à l'heure que tu utilises tout le temps? Alors, moi, le conseil, ça serait d'avoir deux paniers ou alors deux cagettes différentes. C'est-à-dire, ce qu'on connaît, on sait, on va le mettre quelque part. Ce qu'on ne connaît pas, on va le mettre dans l'autre panier. Et le tri, après, on le fait en rentrant à la maison. Et là, il ne faut pas hésiter, si on a un doute, d'aller voir. Moi, je vais voir un voisin ou j'ai une amie aussi qui connaît bien, avec qui j'ai dit, mais ça, vraiment, j'ai une petite. Je ne sais pas trop ce que ça peut être.
Hein. Donc, et ça fait partie du jeu de la cueillette des champignons. Quand on revient au retour, c'est d'avoir effectivement les livres, les applications, les choses, et on va passer un bon moment à savoir si c'est mangeable ou pas mangeable. Il y a une technique qui est effectivement dans les balades champignons qui consisterait à ramasser beaucoup de choses et ensuite à faire le tri à la maison. Mais c'est un peu dommage de faire le tri pour en rebalancer 80% dans une poubelle, alors qu'ils sont beaucoup mieux à être abandonnés dans leur milieu naturel où ils vont se reproduire. Ok, très bien. Alors là, il y a des questions qui sont de plus en plus précises. Est-ce que la mousse sous le chapeau des cèpes doit être systématiquement enlevée avant la cuisson ou pas? Non. C'est pareil, c'est une question d'âge du champignon. Sur un jeune cèpe, on peut tout à fait la garder. Quand on sent que c'est un peu mou, un peu vieux, d'abord à ce moment-là, ça ne valait pas le coup de le ramasser. Et effectivement, là, on l'enlève. Mais on ne l'enlèvera pas sous un jeune champignon. Moi, je suis beaucoup plus. Mais c'est difficile de se dire que quand on n'en voit pas beaucoup, on va se dire allez, on ramasse ça, on ramasse ça, on ramasse les gros. Mais quand c'est des gros, ils sont déjà moins bons que les petits. Ok, réponse plutôt facile pour cette question un peu compliquée. Il y en a une autre aussi, ça j'aime bien. Est-ce que pour la cueillette, la lune influe sur la pousse? Aucune idée. Ok. Non, non, c'est-à-dire que là, on a des. Je savais pas non plus Moi, qu'il y je ne avait sais pas. effectivement cette croyance. C'est Anaïs qui pose la question. Si tu veux nous éclairer ou nous dire au moins ce que tu as pu entendre sur cette question. Si Alors, c'est vrai, c'est super intéressant. Mais effectivement, Alors, en permaculture, effectivement, la lune a une importance et dans les jardins, la lune a une importance parce que on dit qu'en lune montante, on va avoir les plantes qui sont des plantes à feuilles et en lune descendante, on va avoir des plantes qui sont des racines, hein, comme les carottes ou les radis ou des choses comme ça. Donc, au moment où on plante, hein, si on veut éviter d'avoir des radis dans lesquels il n'y a que de la feuille et pas de radis, on va plutôt les mettre en lune descendante qu'en lune montante. Bon, le champignon, il y en a autant en dessous qu'en dessus, donc lui, il se développe aux deux moments. Mais est-ce qu'il faut aller à la cueillette les lendemains de pleine lune ou pas, ou bien en lune, est-ce qu'il vaut mieux y aller en lune montante qu'en lune descendante? Je suis prêt à entendre toutes les hypothèses sur ce sujet. bon, en tout cas, il faudra tester. Voilà. Il y a deux questions qui se rejoignent aussi. Je veux bien que tu nous remontes le livre, comme ça je vais noter le titre et le mettre dans le chat. Livre ou application? Tu en as cité deux. Du coup, tu as le livre là que tu as à côté de toi. Et en application, tu as parlé de Champignouf, si je me souviens bien. Oui. Du coup, si là tu peux redonner le titre de ton bouquin, vu qu'il avait l'air d'avoir un certain âge, il faut voir s'il existe encore, s'il se trouve encore. Et sinon, si tu as eu vent d'autres bouquins ou d'autres outils qu'on pourrait utiliser pour être sûr de ne pas se tromper. Alors il y a combien de pages là-dedans? Il y a 300 pages, plus que ça. Même. Ça fait du champignon. Oui, il y a 320 pages. C'est un guide des champignons. Et à l'époque, c'était la sélection du Reader Digest. Mais ça, c'est vraiment des vieux trucs, quoi. Alors là, il y en a plein les librairies. Moi, je pense qu'il faut privilégier des choses très claires avec les illustrations. Hein. C'est vraiment important d'avoir des belles illustrations sur un champignon. Les russules, voilà. Là, hein. Alors là, je tombe sur un nom, voilà, russule fétide. Les russules, par exemple, c'est pas forcément mauvais, mais ça donne pas un résultat extraordinaire. Les bolvers soyeux, très On dit clairs. souvent en cuisine que quand on parle de la cueillette ou de plantes sauvages ou de plantes comestibles, on dit souvent que un des premiers critères, c'est ce qui nous semble beau ou ce qui nous fait envie, a pas mal de chances d'être comestible. Est-ce que toi, tu partages cette Non. théorie sur les champignons? Ah non, non, parce qu'on a des jolis champignons qui sont très appétissants. Dans les amanites, on a des jolis champignons très appétissants. Mais là, vous risquez de rentrer, enfin pas de rentrer parce que vous le mangerez après, mais le lendemain matin, vous serez un peu à quatre pattes, quoi. Ok, excellent. Non, non, faut pas se Excellent. méfier. Faut se méfier. La nature peut être traître. Ce qui n'est beau n'est pas toujours bon.
Ok, bah, c'est super intéressant parce que c'est vraiment, on avait eu il y a quelques temps déjà une masterclass sur la cueillette. Alors, c'est des plantes sauvages de manière assez générale. Et l'idée qui leur sortait était quand même celle-là. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que ça ne s'applique pas nécessairement pour les champignons. Pour les plantes, Euh, c'était ça? Ce qui est beau est bon? C'était une théorie assez générale, sans dire que dès qu'on voit une baie qui a l'air magnifique, elle va nécessairement être bonne, mais c'était un des premiers critères à avoir. Après, le champignon, dans sa globalité, est-ce que c'est la chose la plus appétissante de la Terre? Chacun a son avis, mais bon, c'est pas sûr. Mais, euh, Non, mais sur les arbres, par exemple, on voit des superbes champignons, un peu comme des coraux sous-marins, etc., très, très appétissants, mais c'est citrique, c'est acide, ça n'a strictement aucun goût. est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé des micro-aventures? Avec des micro-aventures, je suis biaisé, des mauvaises expériences sur un champignon où tu es rentré, peut-être t'as pas été assez prudent et, Bon, non, j'ai pas l'impression, mais le lendemain matin, on ne sait pas si c'est le vin blanc ou si c'est le champignon qui a donné mal à la tête, quoi, peut-être, ouais, quelquefois. effectivement. Non, non, globalement, moi, je suis plutôt très, très prudent. Ok, très bien. Ça se voit, ou en tout cas, c'est ce qui transparaît dans ton discours. Il reste une petite dizaine de minutes. Donc là, je vois que vous avez encore pas mal de questions, c'est super. Si vous avez du coup encore des questions à poser, je vous invite à le faire parce que ça va être le moment. Et en même temps, je vous partage un lien que vous pouvez aller découvrir dans le chat, qui est justement du coup la micro-aventure que nous pouvons faire avec Bernard. Donc vraiment sur la cueillette de champignons, l'idée c'est de partir dans le Morvan. Donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas le Morvan, rien que ça, c'est un argument. Et ensuite, c'est voilà, d'aller découvrir la cueillette, aller apprendre à les cuisiner avec les conseils d'une cuistot, la conservation, etc. C'est mettre en application ce qu'on a appris ce soir. Et voilà, c'est une possibilité en octobre et en novembre. Et voilà, et pour vous tous ici présents, je vous envoie, vu que vous passez avec plaisir ce lundi soir à discuter avec nous, avec Bernard, je vous envoie un petit code promotionnel de cette micro-aventure qui est donc valable sur les départs qui sont aujourd'hui en ligne. Et voilà, l'idée, c'est d'aller un peu crapahuter dans le Morvan, d'aller découvrir les coins. Alors, je ne sais pas si Bernard, toi, tu partageras tous tes coins ou si tu feras un peu des détours pour que les gens ne puissent pas les retrouver tout seuls comme ça se fait. Mais en tous les cas, l'idée, c'est d'aller un peu découvrir tout ça. Quelle est, toi, ta… Alors Quelle là, est… ça va être, moi je vais en parler sans détailler, je trouve que tu le fais très bien, mais c'est une aventure là qui a été demandée par Chiloé, et pour moi c'est vraiment une expérience, parce que le ramassage des champignons, c'est plutôt un sport solitaire, c'est-à-dire que c'est pas, on va à deux, on va éventuellement à trois, mais là si on se retrouve 7 ou 8 ou 10 là-dedans, on ne va pas se dire qu'on va les ramasser tous en ligne. D'abord, c'est interdit, parce qu'il y a quand même une chose sur la cueillette des champignons, c'est que c'est une tolérance. C'est-à-dire qu'en forêt, sachant que c'est en forêt publique, en forêt domaniale, hein, chez les privés, c'est soumis à autorisation, mais on a un droit de ramassage à partir du moment où ce n'est pas un ramassage je dirais industriel, ou enfin tout à fait organisé pour la revente. Alors nous, c'est pas pour la revente, c'est pour le plaisir, mais si un garde forestier nous voit arriver à 10 et ratisser en ligne une forêt, ça va pas très très bien se passer. Donc là, c'est vraiment une expérience de savoir comment on va aller ramasser, est-ce qu'on va se déposer dans différents petits coins, est-ce qu'on va se retrouver, on va voir comment on va organiser ça. Et puis là, c'est un peu une découverte mycologique, c'est-à-dire qu'on va ramasser, et puis après, on va rentrer. Donc là, on ne va pas dormir dans des hamacs en pleine nature, hein. J'ai trouvé un gîte très confortable chez une dame qui nous met sa maison à disposition. Donc on a 5 chambres avec salle de bain à l'étage au-dessus, et on a une grande salle à manger et un grand espace cuisine. Et on va commencer par mettre sur la table et trier et voir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et ensuite, on va faire nos tris par rapport aux différentes modes de cuisine, et ensuite, on va passer à la cuisine. Mais c'est vraiment expérimental. Et ce qui est encore plus expérimental, c'est que ça ne se commande pas forcément, le ramassage des champignons. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on est un jour et qu'on rentre bredouille le soir? Là, il faut envisager des plombées. Et j'ai quelques plombées.
Voilà. Je pense qu'on peut te faire confiance, on peut te faire confiance là-dessus. On peut te faire confiance là-dessus pour sûr. Et je voulais juste poser effectivement avant une petite question. Il y a quand même beaucoup de gens, alors est-ce que c'est des légendes urbaines ou pas, qui refusent de partager leur coin à champignons. Est-ce que toi, enfin, quel est ton ressenti, quel est ton ressenti là-dessus? Est-ce qu'il y en a où tu te dis, bon, effectivement, il est vraiment tout petit, ou peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas forcément utile qu'il y ait trop de monde parce que au bout d'un moment, ça ne marchera plus. Quel est ton avis sur la question? Ben, moi, c'est en fonction des participants. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a la moitié de participants qui viennent d'un rayon de 50 km, j'irai pas forcément dans mes meilleurs coins. Hein. Si c'est des gens qui viennent de Bretagne, d'Annecy et de Paris et qui sont arrivés en train, j'ai moins de chances de les retrouver au milieu de la forêt le week-end suivant, quoi. Et autant pour les randonnées qu'on fait, je laisse les gens repartir avec la carte. Là, je ne les laisserai pas forcément repartir avec la carte. Ok, c'est une très bonne réponse. Il y a aussi une question, c'est peut-être une question un peu plus compliquée. Suivant comment tu connais le coin, est-ce que toi, tu as une recommandation en région parisienne? Sachant que je pourrais avoir une réponse à apporter, mais déjà, je veux bien ton avis à toi. Alors moi, il se trouve que j'ai des attaches un peu dans la région de Chantilly et dans la région de Chantilly, Senlis, Ermenonville, etc. Il y a des forêts absolument extraordinaires et on a fait des cueillettes de champignons absolument extraordinaires. Le problème, c'est que ce sont des forêts qu'on pourrait qualifier de périurbaines, donc qui sont beaucoup plus fréquentées d'une part par les chasseurs, par les vététistes, par les randonneurs. Donc, plus il y a de gens qui passent en forêt, plus il y a de ramasseurs de champignons potentiels. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment sortir des chemins. Les champignons, ils n'attendent pas l'autobus au bord de la route, hein. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment cachés au fond des bois. Donc, il ne faut pas hésiter dans une forêt à aller s'enfoncer dans le milieu des bois. J'ai oublié un accessoire quand on part à la cueillette de champignons, c'est le sifflet à roulette. Hein. Parce que c'est extrêmement facile de se perdre quand on a le nez par terre, quand on avance d'un truc à l'autre, on se dit ah oui, attends, tiens, là je passe un petit fossé, là il y a un truc, oh là là, ça, ce coin-là, ça m'a l'air pas mal. On redescend, on va à droite, on va à gauche, on va à un, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus forcément où est le chemin duquel on est parti. Donc, il faut pouvoir avoir des repères. Soit on entend dans la région parisienne, on entend une route, on entend une voie ferrée, on entend quelque chose, mais faut et avoir un sifflet à roulette. Parce que c'est très facile de se perdre en forêt. Et justement, il faut pouvoir quitter les chemins et aller au milieu des sous-bois touffus. Ok, très bien. Et pour compléter cette réponse, effectivement, en région parisienne, donc je sais que avec la team Chiloé, on était allé à l'automne dernier. Alors j'ai en toute bonne foi plus le nom de la forêt en tête, mais on avait pris un train depuis Gare du Nord, on avait fait une petite heure de train. Donc on avait fait l'aller-retour sur la journée. Et c'était, si je dis pas de bêtises, à la frontière avec la Picardie. Et là, il y avait une forêt où on était principalement parti se promener et il s'est trouvé plus ou moins par hasard qu'on a trouvé des champignons, on a trouvé des cèpes. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, dans à peu près toute forêt assez bien conservée, une petite heure de train et c'est possible de partir crapahuter et de partir en trouver. Euh, donc voilà, nous on s'était fait cette petite expérience et c'était plutôt très très chouette. Et on va prendre du coup il est Oui, 58 il y a tout un coin qui est aussi dans toute la forêt de Saint-Germain, forêt de Saint-Germain-en-Laye, etc. Là, il y a des bois absolument énormes et extraordinaires, quoi. Donc il y a de quoi faire. En tout cas, on vous Ouais, invite ouais. à aller les découvrir, c'est sûr. À moins d'une Et heure de Paris, on peut vraiment trouver des forêts. bah, c'est ça. Et moi, je vous dis qu'il y a encore des champignons. J'en ai vu. La forêt d'Ermenonville, c'est ça. Merci beaucoup, Castor. C'est la forêt d'Ermenonville dans laquelle on était allé. Et donc, voilà, il y en a. Pour la petite histoire, on était arrivé et on ne savait pas trop s'il y en avait. Et en fait, on a vu, et je pense que c'est assez souvent le cas pour repérer les coins, on a vu une petite famille qui était là, qui cueillait et qui avait je ne sais combien de paniers remplis de champignons. On s'est dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc voilà, c'est sûr qu'ils avaient l'air quand même très expérimentés. On va prendre une dernière petite question. Bah là, c'est pareil, hein, je te laisse la main, Bernard. Visiblement, il y en a plusieurs qui veulent venir d'un Morvan avec toi. Je pense qu'on va essayer de préparer d'autres dates et de vous en transmettre si vous êtes chaud et si vous êtes motivé. En tout cas, nous, on l'est.
Donc, on va vous en sortir, sachant que la saison, effectivement, est relativement restreinte, plus il y a la chasse. Mais je pense qu'on va réussir à vous dégager ça. Oui, alors là bon, on a mis 2 dates, c'est quoi, 19 octobre et vers le 15 novembre. Et après le Effectivement. 15 novembre, c'est aléatoire. On saura peut-être un petit peu, si on a vraiment une belle arrière-saison et qu'il ne fait pas trop froid, parce que le champignon n'aime pas le froid, on pourra avoir un peu de champignons plus tard. Mais d'autre part, où on verra si on peut recaser une semaine ou un moment au moment des vacances de la Toussaint, quoi. Je pense qu'on Entre va les deux, réussir à mais, vous, je pense qu'on mais va réussir à vous trouver ça. c'est pas Je pense qu'on va très. réussir à vous trouver ça. Bah écoutez, c'est parfait, ce serait top. Et bah oui, ce serait top. Effectivement. En tout cas, ça donne envie d'y aller. Euh, il est 20h. S'il y a quelques dernières questions, je serais ravi de les prendre. Sinon, il va me laisser vraiment à dire un grand, grand merci à vous tous pour votre présence et votre enthousiasme. Et surtout, un grand, grand merci à toi, Bernard, pour ta présence et tous tes conseils extrêmement éclairés. Je peux te laisser, si tu veux, un petit mot de la fin, si tu as une dernière information à donner ou un petit truc à partager. Déjà, merci à tous, cette attention. Alors, il y a un domaine de champignons que nous n'explorons pas, mais qui existe dans la campagne, c'est les hallucinogènes aussi. Alors là, dans les champignons de pré, hein, il y a des choses, etc. Moi, là, je dis joker. Hein. Je ne rentre pas là-dedans, mais c'est ouvert à la cueillette. Hein. Il y a des signes, par exemple, il y a des champignons qu'on trouve autour des crottins de chevaux ou des bousses de vache. Hein, et alors, c'est déjà le début de l'hallucination. C'est de l'endroit où ils sont, quoi. Voilà. Écoute, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à vous. La question a été posée plusieurs fois. Effectivement, il y aura un replay disponible de cette masterclass pour ceux qui le souhaitent. Du coup, vous redis et vous aurez un mail dans tous les cas que vous aurez tous ici présents un code promo pour pouvoir participer à la micro-aventure de Bernard. C'est le code promo qui vous donnera évidemment à une réduction. Je fais un coucou, je vois Jouan et Julie. Alors, il y a des futurs participants, c'est ça, on les a vus qui passer. étaient venus la semaine dernière. Ils sont encore là, ils sont partout. C'est mignon chez vous, il y a des plantes vertes. C'est ça. Le Chablis, Ouais, attends, j'arrive, c'est fini. C'est Chablis? Ça prépare, Il est couché. Voilà. ça prépare la suite de la soirée, manifestement. C'est génial. Écoutez, on peut se retrouver du coup dans un thème toujours automnal. On peut se retrouver lundi prochain pour ceux qui souhaitent parler avec nous de Bram Ducerre. On parlera de Bram Ducerre avec notre capitaine Maximilien qui d'ailleurs était également présent dans cette masterclass. Voilà, écoutez, comme d'habitude, ça fait vraiment très plaisir de commencer cette semaine sur une note positive. On a juste envie de partir crapahuter. Effectivement, bon Chablis, Bernard, et puis on se dit à très vite. Très bien. Allez, bonsoir à tous. Au revoir tous. Et merci.